Bonjour à tous. Merci à tous d'être là. Je suis donc Thomas Brichard, PDG de MexBrain, et je suis là pour vous parler des enjeux pour le développement d'une medtech dans le soin intensif. J'ai une courte présentation, puis après, n'hésitez pas à poser vos questions. N'hésitez non plus pas à poser vos questions pendant que je parle. En fonction de la question, soit je réagirai tout de suite, soit je les garderai pour la fin, en fonction. Euh, Déjà, je vais juste commencer par présenter ce qu'on fait. Donc MexBrain, on est une société qui est lyonnaise, qui a été créée en 2017, donc ça fait bientôt maintenant 6 ans qu'on est là. On a maintenant une quinzaine d'employés. On a levé, presque 6 millions d'euros en 2021. On a été investi par BPI France et notamment par, on a été accompagné du coup depuis aussi par le hub. Et aujourd'hui, on a, 2 essais cliniques, alors plus ou moins en cours. On en a un qui est lancé avec les centres ouverts. On cherche, à recruter des patients, donc c'est un essai clinique sur la maladie de Wilson, qui est une maladie rare dans lequel les patients ont trop de cuivre et ils n'arrivent pas à éliminer le cuivre de leur organisme, naturellement. Et un deuxième essai clinique qui là, s'oriente vers des patients qui sont atteints de ce qui s'appelle l'acute on chronic liver failure. Donc c'est une pathologie, hépatique grave de cirrhose décompensée, donc avec des gens qui ont, un problème hépatique et chronique avec des crises aiguës, pendant lesquelles ils vont se retrouver en soins intensifs, souvent avec, des, défaillances multi-organes qui peuvent, intervenir. Et du coup, notre technologie, elle repose sur, l'assemblage de 2 technologies différentes. La première, c'est la dialyse, qui est une technologie très connue, très vieille maintenant, enfin très vieille à l'échelle de la médecine moderne. C'est une technologie qui a 70 ans. Heu, Dans le monde, on fait 200 millions de dialyses chaque année. Et nous, ce qu'on, a décidé de faire, c'était de mettre un produit qu'on a appelé MexCD1, de l'autre côté de la membrane de dialyse, donc du côté qui est, en face du sang par rapport à la membrane, et qui va venir agir comme une éponge à métaux et qui du coup va permettre de retirer tous les métaux libres de la circulation sanguine. On n'est pas censé avoir des métaux libres, que ce soit du fer ou du cuivre, on en a dans notre sang, mais il n'est pas censé être libre de circuler. Et donc du coup, nous, en mettant notre produit, on arrive comme ça à retirer les métaux, et notre produit est suffisamment gros pour ne pas passer la membrane de dialyse et du coup rester séquestré dans le dialysat, ce qui évite les effets secondaires. Heu, donc voilà, on a 2 essais cliniques qui sont du coup en cours et bientôt en cours, on espère, et 2 autres qui sont en préparation dans le sepsis, et dans le syndrome myélodysplasique. Maintenant que j'ai fini de parler de MexBrain et du coup de ce qu'on fait en soins intensifs, parce que du coup c'est les patients en soins intensifs qu'on dialyse, je voudrais juste revenir vite fait, je ne sais pas quel est le public, du coup sur, ce que c'est que la medtech. La medtech, c'est un terme qui est, hyper large, où on dit qu'on va résoudre des problèmes de santé, améliorer la qualité de vie, et en fait la medtech, c'est un domaine qui regroupe tout. Doctolib fait partie de la medtech et nous, on fait partie de la medtech, et du coup, on voit que au sein de ce milieu qui peut paraître pas si gros, en fait, il y a des réalités qui sont quand même très différentes et des choses qui se font qui sont très différentes. Nous, au sein de la medtech, on est dans le dispositif médical. Dispositif médical, je crois qu'aujourd'hui, on n'imagine pas, l'étendue de ce que ça représente, un dispositif médical. Donc aujourd'hui, si vous portez des lunettes, vous portez un dispositif médical. Si vous portez une prothèse de hanche, vous portez aussi un dispositif médical. Les 2, c'est, pas la même chose, mais, ils sont soumis à la même réglementation, à la même classification, qui s'oppose aux médicaments, et c'est là qu'on oppose du coup la medtech et la biotech. La biotech, du coup, c'est tout ce qui est médicaments, et vaccins, où du coup on va avoir une action, très, physiologique. Là où la medtech, on n'a pas le droit d'avoir ce type d'interaction, et du coup on va, aider le patient, dans une autre mesure, et du coup ça va, comme je le disais, des lunettes jusqu'aux implants, et du coup tout ça, ça a été divisé en plusieurs classes, et ces classes, elles vont être dépendantes surtout du risque qui est posé au patient. Heu, Par exemple, si vous portez une paire de lunettes, bon, bah, le risque associé, pour le patient est très faible. Donc du coup, c'est la classe 1. On va aussi mettre des béquilles dans ce type de classe, et si vous regardez, la télévision de temps en temps et que vous avez des publicités, vous allez avoir un certain nombre de sociétés qui vendent des dispositifs médicaux où on vous cite, rapidement à la fin de la pub, on vous dit, «dispositif médical». Bah, voilà, vous verrez qu'en fait, ils sont nombreux, et la plupart sont, dans cette classe-là, dans cette classe 1. Aujourd'hui, on estime qu'il y a à peu près,
Je crois que c'est plus de 300 000 dispositifs médicaux qui sont à vendre sur le marché. Le thermomètre que vous utilisez aussi pour prendre votre température est un dispositif médical. Et au fur et à mesure qu'on va augmenter les risques, on va augmenter de classe et du coup, on a classe 1, 2A, 2B et 3. Alors je parle de classe, c'est au sens de la réglementation européenne, et du coup, qui est relié au marquage CE. Marquage CE, je vous ai juste remis le logo en haut de la slide. On le voit partout. On le voit, sur nos téléphones, mais on le voit aussi, sur les dispositifs médicaux. Sur les dispositifs médicaux, souvent, il est accompagné d'un numéro, qui indique qu'effectivement, il a été marqué CE et que du coup, il est approuvé pour son utilisation en Europe, pour ce qu'il fait. Et du coup, on augmente dans les classes au fur et à mesure qu'on va faire prendre des risques. Et par exemple, vous voyez, par exemple, le préservatif ou les implants, comme les stérilés, c'est du classe 2B et puis on va aller jusqu'au pacemaker et puis aux prothèses de hanche et cetera, qui sont des dispositifs implantables qui, eux, vont être classe 3. La première chose, c'est, on parle des enjeux du développement d'une medtech dans le soin intensif. Dans le soin intensif, en général, on a assez peu de dispositifs médicaux qui sont de classe 1, c'est assez rare. La plupart des dispositifs médicaux qu'on utilise vont être classe 2B ou voire classe 3. MexBrain, on a, un dispositif du coup qui est associé à la dialyse, qui, devrait être une classe 2B, parce qu'on n'a pas de contact direct avec le sang, pas de contact direct avec l'organisme. Mais, on a la chance, on va dire, d'utiliser dans notre produit un polymère qui est d'origine animale, qui s'appelle le chitosane, qui est extrait à partir de la carapace de crabe et ce polymère du coup d'origine animale fait qu'on se retrouve automatiquement en classe 3. Donc, c'est important ce système de classe parce que quand on parle des enjeux dans le développement de la medtech, aujourd'hui, le principal enjeu, c'est un enjeu qui est réglementaire. Heu et ça vient, de l'historique, heu et du coup, je vous ai, j'ai trouvé, sur internet ces données-là. Heu, c'est, grosso modo un résumé de la communication sur la medtech, depuis ces, 15 dernières années. Et ce qu'on voit, c'est que quand on cherche, medtech, dispositifs médicaux ou ce genre de choses sur votre moteur de recherche préféré, heu, plus d'un tiers des résultats, ça concerne des scandales qui ont lieu dans la medtech. Plus d'un tiers des résultats et vous voyez, donc c'est, vous avez la répartition à gauche et puis la répartition dans le temps ainsi à droite. Ce qui est en bleu à droite, c'est, quand on parle de la technologie en elle-même. On a trouvé une nouvelle prothèse, on a, découvert un nouveau type de pacemaker et cetera et en orange, on va avoir tous les communications autour des scandales. Et il y a 3 grands scandales qui ont, on va dire, éclaboussé le monde de la medtech, ces 15 dernières années. Le premier, c'est les prothèses PIP qui étaient des prothèses, mammaires, qui fuyaient avec un silicone dedans qui était pas du tout adapté. Il y a eu Allergan aussi avec, des prothèses qui, donnaient des cancers et il y a eu Essure. Essure, c'est des implants, contraceptifs où on s'est rendu compte que, ils étaient, très délétères pour les femmes qui étaient implantées et aujourd'hui, on est encore en train de désimplanter des femmes qui avaient des implants Essure. Donc du coup, suite à ces scandales qui ont été quand même, graves, où on s'est rendu compte qu'il y avait des manquements en termes de sécurité, en termes de réglementation et en termes de sérieux des entreprises qui faisaient ces dispositifs médicaux. La réponse du gouvernement, ça a été une réponse réglementaire, européenne, heu et globale et du coup, ils ont donné le gentil nom de MDR-EUS de 2017-745. Donc la MDR, c'est, la nouvelle réglementation des dispositifs médicaux. Officiellement, elle est entrée en vigueur en 2017 et elle devait rentrer en application en 2021 avec l'idée de dire: «On va avoir des exigences qui sont beaucoup plus strictes sur maintenant l'ensemble des dispositifs médicaux et on va reprendre tous les dispositifs médicaux qui ont été approuvés jusqu'à aujourd'hui». Donc la plupart des dispositifs médicaux étaient approuvés par autocertification et on va leur refaire passer une certification et du coup, on va recommencer tout le processus de vérifier si oui ou non ce dispositif médical est sûr et si oui ou non il remplit bien sa fonction. Par exemple, dans notre cas, retirer les métaux, mais dans le cas d'une paire de lunettes, aller, corriger la vue, par exemple. Et donc du coup, c'est un vrai renforcement du contrôle des entreprises qui aujourd'hui a un impact sur notre activité et sur l'activité de toutes les medtech qui est, absolument énorme. À tel point que, on devait avoir une mise en place qui était en 2021, puis maintenant, en fait, la mise en place, elle va durer jusqu'à 2028. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte que, il y a énormément de dispositifs médicaux qui sont sur le marché, et que tous ces dispositifs médicaux-là, en fait, on n'a pas, de possibilité aujourd'hui
vu la réglementation et vu comment elle a été construite, on n'a pas de possibilité de traiter tous ces dispositifs médicaux avant la date limite qu'on s'était fixée, qui était en 2021. Et du coup, on a étendu cette date limite qui maintenant court jusqu'à 2028. Alors, il y a plusieurs dates, au fil de l'eau, en fonction de la classe du dispositif médical, en fonction de si c'est un dispositif médical qui est déjà sur le marché ou pas. Si c'est un dispositif médical comme le nôtre qui n'est pas encore sur le marché, on rentre automatiquement dans cette, MDR, dans cette nouvelle réglementation. Aujourd'hui, c'est un gros problème pour le secteur de la medtech parce que les changements qui ont été opérés, et je vais en parler juste après, font qu'aujourd'hui, il y a un embouteillage réglementaire dans la medtech et aujourd'hui, c'est un gros problème. Heu Les changements qu'a introduit cette, nouvelle réglementation, c'est que, maintenant, on a des exigences qui sont très fortes pour les entreprises sur la façon dont on va concevoir ces dispositifs médicaux. On parlait justement des prothèses PIP. On s'est rendu compte que dans la fabrication des prothèses et la façon dont, c'était suivi réglementaire, enfin, suivi en termes de qualité, il y avait des gros manquements et du coup, on essaye de répondre à ça, de pallier ça. Heu, donc il y a des exigences qui sont beaucoup plus fortes et on a créé ce qui s'appelle, enfin on n'a pas créé, il y a ce qui s'appelle des organismes notifiés, donc des entreprises qui sont chargées de faire les vérifications. On n'est pas du tout comme le médicament où c'est l'ANSM qui se charge de l'évaluation des dossiers, de l'évaluation des données, cliniques et qui, au regard de ces essais de phase 1, 2 et 3, va donner ou pas une autorisation de mise sur le marché. Là, dans le dispositif médical, ce qui va se passer, c'est que on va avoir, une entreprise développe son produit, réalise des essais cliniques, et va aller voir un organisme notifié, pour obtenir de l'organisme notifié son marquage CE. Heu, En plus de ça, il y a eu, du coup, vu que, en termes de, qualité, les exigences ont été augmentées, maintenant il y a des obligations pour les entreprises qui peuvent être lourdes pour un certain nombre d'entreprises et notamment pour les entreprises comme la nôtre, les petites entreprises, notamment le fait d'avoir des personnes chargées de veiller au respect réglementaire. Ça, c'est un travail qui prend énormément de temps et du coup, pour une start-up, on sait que, l'argent peut être un problème et que du coup, avoir une personne qui va être dédiée à ça, c'est un coût financier et c'est une implication qui est, parfois difficilement supportable pour ces entreprises-là. Heu et du coup, maintenant, on va avoir, une nouvelle base de données européenne, par contre, qui permettra d'augmenter la sécurité pour les patients parce qu'in fine, c'est ça le but, c'est vraiment d'avoir, plus de confiance dans les fabricants de dispositifs médicaux, quels qu'ils soient, que ça aille, de votre thermomètre, jusqu'à, la prothèse de hanche qu'on vous posera, peut-être, plus tard. Hem, Aujourd'hui, la réglementation, elle est, telle quelle. Heu, on a le producteur qui est du coup, le fabricant du produit. Vous pouvez voir, i sur tous les dispositifs que vous allez acheter, tous les dispositifs médicaux que vous allez acheter, vous verrez une petite icône d'usine avec un nom à côté. C'est celui qui fabrique le dispositif médical, c'est lui qui est légalement responsable de ce qui va se passer, tout au long de la vie de son dispositif médical. Donc forcément, il va y avoir un développement, il va y avoir des tests et on va rentrer dans une ou 2 des 2 catégories. Soit on est un dispositif, de diagnostic in vitro, c'est le DIV, soit on est un dispositif médical. Je ne vais pas parler du in vivo, et du coup, en fonction de la classe qu'on a, classe 1 ou classe 2A, 2B ou 3, on va soit passer par un mécanisme d'auto-certification, donc on peut encore s'auto-certifier quand on est classe 1. Pour les autres classes, c'est beaucoup plus compliqué, il faut passer par un organisme notifié qui, lui, va nous donner le marquage CE et c'est ce marquage CE qui va nous donner l'autorisation de mettre notre produit sur le marché et d'être in fine utilisé sur des patients. Après, il y aura, la deuxième étape qui sera souvent d'obtenir un remboursement, et ça, c'est une difficulté, qui existe pour les medtech qui sont dans le soin intensif, qui n'existe pas forcément pour d'autres medtech. Si demain, vous créez une medtech qui se focalise sur, la création d'un dispositif médical qui est destiné au grand public, vous n'avez pas les mêmes enjeux en termes de remboursement que, si vous faites une, start-up qui va être dans le soin intensif. Par exemple, si vous portez, une montre connectée, le capteur, cardiaque qui va être sur la montre connectée peut être un dispositif médical, ils ne le sont pas tous. Certains le sont, ça dépend de ce qu'ils vous indiquent comme information à la fin. Mais ça peut être des dispositifs médicaux. Du coup, il y a un marketing au grand public. Là où, pour les medtech qui sont dans le soin intensif, nous, on va avoir besoin de convaincre les médecins, convaincre les hôpitaux, convaincre, la sécurité sociale que notre solution a un intérêt pour le patient et un intérêt pour la communauté, soit parce qu'elle permet de réduire les coûts, soit parce qu'elle permet d'augmenter, la le confort de vie des patients ou leur durée de vie éventuellement.
Et du coup, tout ce que je vous dis depuis tout à l'heure, c'est il va falloir passer par un organisme notifié. Et ça, c'est un système qui est nouveau. Comme tout système nouveau, il est incertain et cette incertitude, c'est un gros problème aujourd'hui du développement des medtech. C'est qu'aujourd'hui, on ne sait pas à quoi s'attendre. Il y a trop peu de dispositifs qui sont passés aujourd'hui par les organismes notifiés. Il y en a que quelques milliers aujourd'hui. Il y en a trop peu qui sont passés pour qu'on ait un vrai recul sur, éventuellement, ce qui peut nous être demandé. C'est une négociation avec un organisme notifié et on ne sait pas aujourd'hui ce qui va se passer. Donc aujourd'hui, les organismes notifiés, c'est des organismes donc privés qui sont certifiés par les États, les différents États de l'Union européenne et qui sont chargés du coup de vérifier si le dispositif qu'on leur soumet, répond aux exigences. Donc aujourd'hui, si on fait le total sur les 28 pays de l'Union européenne, il y a 50 organismes notifiés qui ont été certifiés. Il y en a un seul en France et on estime que le nombre de certificats à délivrer, alors on sait que tous ne seront pas délivrés, mais le nombre de certificats à délivrer, c'est 25 000. 25 000 aujourd'hui, la date limite, c'est 2028. Quand on demande aujourd'hui à des organismes notifiés, si je vous dépose un dossier aujourd'hui, dans combien de temps j'ai la réponse, dans combien de temps j'ai mon marquage chez eux, les délais, c'est 18 mois, aujourd'hui et ça a tendance à augmenter. Donc on voit là qu'il y a un vrai problème de on est face à des organismes où, il y a assez peu de recul. Du coup, il y a une variabilité dans la façon dont ça va être, étudié. On a assez peu de données aujourd'hui pour savoir ce qu'on va faire et ça va être très long et comme tout le monde le sait, le temps dans une startup, c'est le nerf de la guerre parce que le temps, c'est de l'argent et du coup, bah, il faut des financements pour une fois qu'on a fini nos essais cliniques, demander notre marquage chez eux et on sait qu'on va avoir peut-être un an et demi avant de pouvoir obtenir le marquage et du coup, avant de pouvoir commercialiser notre produit et du coup de faire rentrer, un chiffre d'affaires. Donc ça, aujourd'hui, c'est un enjeu de développement qui est, très important dans la medtech et qui est, très mouvant. Quand on a créé MexBrain il y a 6 ans, ils estimaient que les délais pour, les organismes notifiés étaient proches de 9 mois. Aujourd'hui, on est proche de 18 mois. Voilà, donc c'est une incertitude et du coup, ça va créer une incertitude aussi, forcément, chez nos actionnaires. Aujourd'hui, c'est difficile d'aller voir, un fonds d'investissement, d'aller voir un potentiel investisseur et de lui dire: «Aujourd'hui, je ne sais pas forcément combien de temps ça va durer. Aujourd'hui, on pense que ça va durer 18 mois, mais potentiellement, ça durera plus longtemps et du coup, potentiellement, ça coûtera plus d'argent. Donc il faut qu'on agisse en conséquence et qu'on prévoit notre plan de développement en conséquence si on veut pas, se retrouver, le bec dans l'eau avec plus d'argent et juste à attendre que notre marquage CE arrive. Et du coup, une fois que vous avez fait votre développement, en Europe, il faut savoir que ce développement et ce marquage CE ne sont pas valables aux États-Unis. Aujourd'hui, on sait que, bah, les États-Unis, c'est un gros marché. C'est un marché qui est, en taille, en nombre d'habitants, équivalent à l'Europe, mais en termes de prix et en termes de chiffre d'affaires, au moins 2 fois ou voire plus supérieur à l'Europe. Donc c'est un marché qu'on ne peut pas se fermer et c'est un autre enjeu encore pour les medtech, c'est qu'on a 2 chemins réglementaires très différents et 2 façons très différentes d'aller faire approuver, nos dispositifs médicaux. En Europe, on passe par les organismes notifiés et on va demander un marquage chez eux. Aux États-Unis, on va aller directement à l'FDA, qui est du coup l'équivalent, de notre ANSM, on va dire, pour, les médicaments, qui va nous classer selon 3 classes. On n'a pas de classe 2A, 2B aux États-Unis, on est classe 1, 2 ou 3. Ce qu'on se rend compte, nous, c'est que en Europe, on est classé classe 3, aux États-Unis, on est classé classe 2. Donc on n'est pas forcément non plus la même classe en fonction, des régions du monde où on va aller et on a un chemin réglementaire qui peut être compliqué. Aux États-Unis, ils travaillent notamment sur l'idée du predicate device, qui est de dire: «Si je peux démontrer l'équivalence de ce que je suis en train de proposer par rapport à quelque chose qui existe déjà, dans ce cas-là, c'est très rapide». C'est ce qui s'appelle le predicate device, c'est le 510K et du coup, on va pouvoir aller sur le marché très rapidement, juste en prouvant une équivalence. Si vous n'êtes pas capable de prouver l'équivalence dans une pathologie avec, votre dispositif médical, dans ce cas-là, vous allez aller vers le de novo et du coup, ça va être long. On va vous demander des nouveaux essais cliniques, des essais cliniques qui seront réalisés aux États-Unis parce que, les États-Unis, bien souvent, n'acceptent pas les données qui sont, produites, en Europe. Pas qu'ils fassent pas confiance, aux, praticiens hospitaliers, français ou à la qualité des essais cliniques, réalisés en France ou en Europe, mais il y a pas d'arsenal, judiciaire possible en cas de fraude vis-à-vis de partenaires européens. Du coup, c'est plus simple de le faire pour eux aux États-Unis et d'avoir un contrôle de ce qui se passe sur leur territoire comme ça. Donc il y a l'enjeu du développement,
réglementaire en Europe. Vous rajoutez par-dessus l'enjeu du développement, réglementaire aux US, qui peut être très différent de ce que vous allez avoir en Europe, avec des exigences qui peuvent être très différentes et par-dessus ça, il faut rajouter le volet économique. Donc je l'ai à peine abordé, mais en haut de cette slide, j'ai mis le nombre de médicaments ou de DM qui ont été approuvés par la FDA, c'est les données que j'avais, c'est, depuis 2011, pendant 10 ans. Ce qu'on voit, c'est que, bon, c'est grosso modo les mêmes ordres de grandeur en termes de nombre de DM ou de médicaments qui sont approuvés. Par contre, ce qu'on voit en bas, c'est que la valeur des deals, qui sont faits en medtech et en biotech sont pas du tout les mêmes. Aujourd'hui, la medtech souffre d'un manque de financement. Heu, alors très longtemps, la medtech a eu, l'image et ben, voilà, la medtech, c'est moins cher. Oui, c'était vrai, pendant très longtemps, ça a été vrai. La medtech, c'était beaucoup moins cher à développer. C'est toujours vrai, ça l'est beaucoup moins qu'avant. Du coup, aujourd'hui, on est face à des prix qui explosent, des prix des coûts qui explosent, des coûts de développement qui explosent, parce qu'on nous demande des essais cliniques plus longs, on nous demande plus d'essais cliniques et on nous demande, un chemin réglementaire qui est pas du tout le même et qui du coup, bah, forcément est beaucoup plus coûteux et pourtant les investissements augmentent pas au même rythme que, les dépenses et ça, c'est dû, notamment je pense beaucoup à l'image de la medtech qui souffrent la medtech rapporte peu, et c'est ce qui se voit, hein, sur les retours sur investissement. C'est les chiffres que j'ai mis à gauche. Quand vous faites, de la biotech, vous pouvez espérer que d'une levée de fonds sur l'autre, vous ayez, augmenté de 50 en moyenne la valeur de l'entreprise. En medtech, on est à la moitié de ça. Donc du coup, c'est un secteur qui attire moins certains investisseurs et du coup, bah, on se retrouve aujourd'hui en 2023 avec, un secteur qui est, pas en difficulté, mais on sait que c'est une passe, qui est, un peu difficile avec moins d'investissement et la medtech souffre en plus de ça, d'encore moins d'investissement par rapport à la biotech, alors qu'avec des coûts qui commencent à rejoindre ceux de la biotech. Voilà, j'espère que, ça vous a donné quelques clés sur les enjeux que peuvent avoir les biotech et je suis à votre disposition si vous avez la moindre question. Merci. Bah, s'il y a pas de questions, merci beaucoup.